Bienvenue au Jardin de l'Horizon. On est chez Romain à Paumacle. Moi, c'est Romain Lojard, j'ai 31 ans et je me suis installé en maraîchage bio l'année dernière. Donc là, j'entame ma deuxième saison. Après avoir fait totalement autre chose, j'étais avant guide dans le domaine viticole en Champagne. Donc je suis maraîcher là dans la Marne, à 15 minutes de Reims. Et donc après avoir étudié le commerce, été guide, j'ai choisi de diversifier la ferme céréalière de mon père grâce au maraîchage. Donc j'ai fait une formation d'1 an, un BPREA option maraîchage bio. Donc voilà, donc je suis maraîcher depuis janvier 2022, en gros. Donc c'est ta deuxième année. Donc là, j'entame ma deuxième année. Ouais. Alors ici, on est à Paumacle, petit village de la Marne, d'environ 500 habitants, situé à 15 km de Reims, qui est la grande ville de Champagne-Ardenne. Le nom de l'exploitation, c'est les Jardins de l'Horizon. Jardins de l'Horizon parce que l'horizon, c'est ce qui a baigné mon enfance en grandissant à Paumacle. Ici, on est vraiment dans la plaine champenoise et peu importe où t'allais dans le village, dès que tu sortais, c'était l'horizon à perte de vue. Et donc je me suis installé sur une parcelle en bordure du village avec l'horizon comme compagnon. En gros, donc on s'est installé sur un champ de luzerne, une parcelle qui fait 8 hectares. Le champ de luzerne pour faciliter la conversion en bio. Et la partie plein champ fait 75 arts à peu près. La partie maraîchage fait 15 arts. Donc on est sur un peu moins d'un hectare. Surface couverte 15 arts et maraîchage plein champ 75 arts. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc 1 hectare de maraîchage diversifié où on fait pousser environ une quarantaine de variétés de légumes, que des légumes de saison qu'on commercialise en circuit court, en vente directe. Ici, dans mon petit magasin dans le hangar, chaque mercredi et samedi, et en livraison de panier à des comités d'entreprise. Nature de mon sol, crayeux. On est vraiment sur, en fonction du champ, je dirais 50 cm de terre. Dessous, c'est calcaire, c'est de la craie. Et la terre, c'est, on va dire, limoneux. On va dire limono-calcaire. Des avantages, des inconvénients sur ce type de sol pour cultiver des légumes? Avantage, on est sur, ça ressuie assez bien. C'est pas des terres lourdes. C'est des terres quand même riches quand on fait le travail d'apport de matière organique, de fumier. Des avantages, c'est des terres qui se réchauffent pas vite. C'est des terres assez blanches. Donc au printemps, ça a un peu de mal à démarrer. Beaucoup de fume-terre. Des fume-terre, beaucoup? Ouais, beaucoup de fume-terre. Et puis les dames, quoi, les kénopodes. Kénopodes. Ouais, kénopodes, fume-terre, quelques ronds de chardon, le mouron, renouer des oiseaux. Ouais, ça j'en ai partout, du rampant. Ouais, c'est ça, fume-terre, kénopodes et renouer des oiseaux. C'est pas mal. Voilà. Alors l'historique de la ferme, c'est une ferme qui a toujours, que mon grand-père cultivait, mon arrière-grand-père également, mon père cultivait donc environ 80 hectares de principalement céréales, betteraves, colza. Et moi donc je me suis installé dans la ferme de mon père en cultivant 1 hectare de maraîchage. C'est ensuite mon grand frère qui lui s'occupera de la partie grande culture. Donc 1 hectare de maraîchage. J'ai 1 an de recul, donc je me suis installé l'année dernière. Les investissements qui étaient nécessaires à mon installation en maraîchage, puisqu'on n'était pas du tout dans le maraîchage, on a quand même utilisé du matériel de grande culture.
Mais les gros investissements, c'est forcément la serre, donc un multitunnel, une chapelle multitunnel de 1500 mètres carrés de chez JRC dans la Loire, qu'on a monté avec une assistance au montage, ce qui nous a permis d'économiser environ 15 000 euros. Donc la serre, une partie du hangar. Ce hangar, on l'a construit, on va dire moitié-moitié pour le maraîchage et le stockage du grain en grande culture. La chambre froide, qu'on a construit nous-mêmes, le système d'irrigation et la création d'un puits, donc le forage. Un forage. Ouais. Et il y avait environ, en tout c'était 10 000 euros parce qu'on a dû payer 1 500 euros d'une étude environnementale par Adéquat Environnement. Donc on est sur la nappe en fait. La nappe, quand ils ont foré, elle était à, je sais plus, 3-4 mètres. L'avantage c'est qu'on a de l'eau. L'inconvénient c'est que du coup ils ont mis la pompe à 6 mètres. Mais comme on est sur la nappe, ça fluctue et l'été, la pompe elle marchait plus. Parce que la nappe, elle était descendue sous les 6 mètres, tu vois. Donc, ils sont revenus une fois pour mettre la pompe là à 20 mètres, je crois. Pour irriguer 1 hectare, c'est suffisant. Alors, j'irrigue pas tout en même temps. En gros, je peux irriguer toute la serre en même temps, il n'y a pas de souci. Il y a 3 blocs. Il y a 3 blocs, un bloc par tunnel dans la serre. Et il y a 5 blocs dans le plein champ. Et dans le plein champ, je peux arroser 2 blocs par 2 blocs. En gros, je peux arroser 2500 mètres carrés en une fois, quoi. Donc, ouais, c'est largement bon. Avec des micro-asperceurs. Avec des micro-asperceurs, ouais. Je suis principalement micro-asperceur en extérieur et goutte à goutte à l'intérieur. Ouais. Bon, cette année, ça va. Pour l'instant, on les utilise pas trop les asperceurs. Cette année, on fait des économies. Ouais. Matériel, j'utilise donc le tracteur de mon père qui passe à 5 cm près sous la serre, donc on l'utilise sous la serre et pour le plein champ. Travail du sol, ça a été labour parce qu'on est sur une luzerne et qu'on a des repousses, énormément de repousses de luzerne. Donc c'était en tout cas pour les 2 premières années pour nous labour obligatoire. Et puis ensuite, on réappuie avec un cross-kill et on travaille vraiment la terre, on prépare nos lits de semences avec une herse rotative qui fait 3 mètres de largeur. Donc la herse rotative, pareil, de la grande culture, quoi. Ensuite, les investissements, on a quand même investi dans un petit cultirato pour travailler la terre sur des planches plus petites qui fait 1,20 m. Une planteuse à poireaux et à choux, une bineuse, et puis après c'est le semoir aussi, semoir manuel, un rang et bras, dont je suis franchement très content, et la houe maraîchère indispensable pour désherber. Il y a une bâcheuse aussi, bâcheuse qu'on a en commun avec un agri du coin, un pote à nous, et on bâche principalement pour les salades en fait. Du coup les investissements c'était un gros 100 000 euros d'investissement pour l'installation, avec les grosses charges vraiment d'investissement, la serre, une partie du hangar, la chambre froide et l'irrigation. Elle s'annonce humide. Non, la première année, elle s'est vraiment bien passée, tant dans la production des quantités que dans la vente. Franchement, la clientèle était au rendez-vous, les gens du village super heureux, c'est le seul commerce du village. Les gens se rencontraient ici, restaient 15 minutes, ils discutaient tous. Ça crée vraiment du lien social, un petit lieu de vie, c'est exactement ce que je voulais. Bonne première année, le chiffre d'affaires a été bon. Au niveau difficulté, c'était vraiment la charge de travail et physiquement, quoi. Là, j'ai pris un abonnement chez l'ostéo et je commence des petites séances de kiné pour renforcer les douleurs au dos et au cervical. C'était assez dur, mais je pense qu'avec une bonne préparation, c'est faisable. Voilà. Donc la deuxième année, ça va être à peu près pareil que la première.
en termes de commercialisation. Allez, 60% de vente à la ferme, 30% de livraison de paniers au comité d'entreprise et 10% de resto et imprimeur à Reims. Alors, donc là, on est dans la parcelle de plein champ. En gros, l'itinéraire technique, la parcelle, on la nettoie, on récolte tout. À l'hiver, on met du fumier, donc on épand environ entre 40 et 50 tonnes de fumier de bovins d'un village à 5 km d'ici. On fait un échange paille-fumier. Donc ça, c'est vraiment une grande ressource. Ce fumier, on l'enfouit à environ 15-20 cm en effectuant un labour peu profond sur toute la parcelle. Labour pour nous obligatoire, en tout cas ces 2 années à cause de la luzerne qui fait énormément de racines. Et une fois que le fumier est enfui, il y a eu un passage de vinasse de betterave très riche en potasse. Et ensuite on réappuie le sol avec un crosskill et on vient préparer les planches avec la herse rotative de 3 mètres. Pas d'autres fertilisants? Si, bouchon, ouais, un petit engrais organique, engrais bouchon, ouais. Engrais bouchon. En fonction de la culture. Là, pour les oignons, j'ai rien mis, par exemple. Juste fumier, vinasse, ça suffit. Voilà. Et donc, en fonction de la culture que je vais mettre, je calcule les besoins et j'épand à la main les engrais bouchons. Pour les plantations, tout à la main, sauf donc les poireaux où je vais utiliser la Super Préfère. Tout à la main, et le fait de le faire à la rotative, qui est normalement attelé au semoir de mon père, avec le rouleau plombeur, ça crée des sillons. Donc je peux planter bien droit, quoi. Du coup, j'ai déjà les sillons, et pour les oignons, je suis à 30 cm avec des passe-pieds de 45, parce que en gros tous les sillons de la herse rotative, ils sont tous les 15 cm. Donc je fais un sillon sur 2 et en gros je suis à 30 cm. Et sur le rang? Et sur le rang, je suis à 15-20 cm. 15 cm les betteraves rouges, 20 cm les échalotes, 10-15 les oignons blancs, après okay. Ouais, ça dépend. Ah, pas de rouleau marqueur, juste comme ça à la main, à l'œil. Ouais, c'est ça, à la main, à l'œil. Écoute, c'est propre, hein? Bah ouais, je trouve. Hein. C'est régulier? Ouais. Donc en gros, là, c'est mon plein champ et je fais une rotation normalement sur 5 ans. Il y a 5 blocs. Le bloc à droite, ce sera courgette et courge. Ici, c'est vraiment le bloc oignon et poireaux. Alors, tu vois un peu de betterave rouge parce que j'en avais au moment où la terre était prête. Mais c'est vraiment de la betterave primaire, le gros primeur. C'est le coin aliacé, quoi, du coup. Ouais, c'est le coin aliacé, exactement. Échalotes, oignons, poireaux, un peu d'aromatique, ciboulette, persil, basilic. Du coup, ensuite, c'est un bloc chou, où tu vois le filet. Où il y a le deuxième filet, c'est mon bloc légumes racines, donc carottes, radis, navets, betteraves rouges, céleri. Et tout au fond, c'est les légumes feuilles. Blettes, épinards, salades, jeunes pousses. Et tout ça, ça va tourner. Toutes les salades reviendront au début où il y a les courges et voilà, tout va tourner. Il faudrait que j'utilise un 6e bloc pour un engrais vert. Ce serait l'idéal. Ouais, effectivement. C'est ce que je vais faire. Mais du coup, il faudra rallonger la tranchée et l'irrigation, quoi, parce que l'irrigation là a été pensée vraiment pour 1 hectare, quoi. Ah, on a planté une haie aussi. Enfin, on a fait planter une haie. Nous, c'est la haie que tu vois dans la continuité des serres. Ah ouais. Donc, qui fait 300 mètres, qui fait la longueur du champ. Asperceur tous les 7 mètres. Tous les 7 mètres pour que ça se recroise bien. Je crois que c'est des rondeaux XL. Et c'est Champagne Irrigation Service, CIS, qui a franchement bien géré ça. Les tuyaux, c'est du 32. Ouais. Les gros tuyaux qui sont dans les tranchées, c'est du 50. Et là, les tuyaux visibles, c'est du 32. Et les gouttes à gouttes sous serre, c'est du 16, je crois. En plein champ, stratégie de désherbage, j'essaie de faire un faux semis
avant la plantation, donc de faire germer de toute façon les graines quand je passe le cover crop, et 3 semaines plus tard minimum passer la rotative pour désherber. Un faux semis avant de plantation. Un faux semis avant plantation et ensuite la houe. Donc je passe en fonction de ce qui pleut 2-3 fois pendant la culture avec la houe et peut-être une fois à la main sur le rang. En gros c'est ça, toujours en faisant éventuellement un deuxième et troisième faux semis sur ce que j'ai pas encore planté. Okay. Sur là les cultures qui sont en ce moment plantées c'est la houe, et les endroits où c'est pas planté je fais encore des faux semis. Et sous serre c'est vraiment bâche tissée. Donc bâche tissée d'1,65 m. Généralement je peux faire 5 planches par tunnel. Chaque tunnel fait 10 mètres. Et donc les grosses bâches tissées d'1,65 m, ça me permet d'aller même de recouvrir le passe-pied en fait, tout en faisant 5 cultures. Donc là je suis un peu plus serré parce que j'ai intégré des pommes de terre que j'ai mis sur 3 rangs. Et j'avais pas prévu que ça prenne autant de place, mais c'est vrai que pour buter, ça prend pas mal de place. Mais voilà, dans l'ensemble, ouais, les bâches tissées, je peux les garder des années, donc ça j'adore. Et ça me facilite la vie parce que je désherbe jamais quasiment sous la serre, quoi. Les pucerons, je fais des pulvérisations de savon noir pour l'instant. Les limaces, bah je fais rien. J'avoue que après il y a si je mets des filets anti-insectes sur les navets, les radis, surtout en plein champ, là j'en ai pas mis sous serre, mais sinon c'est infesté d'altises et de vers, quoi. Il faudrait que je protège les choux avec un P19. C'est la 2e année seulement, donc ils sont pas encore bien installés, quoi, peut-être. T'inquiète, ça va venir. C'est ça. Je viens d'investir dans un chariot pour étroit, pour passer entre les rangs. Vous allez le voir. Bah, j'ai tellement galéré l'année dernière avec les tomates que direct, de toute façon. Voilà la récolte. Tac, tu peux mettre 2 caisses. Puis récolte à la main, hein, classique. T'avances avec ton chariot. Et bon, quand c'est les fraises, je mets des barquettes déjà dans les caisses. Puis je viens récolter les fraises directement. Les tomates, j'arrive à tout juste passer avec le chariot entre les rangs de tomates. Bien. Je prends des caisses plus petites pour les tomates parce que forcément, bah, je les mets que sur une rangée, pas les unes sur les autres. Pas de salle de lavage pour l'instant? Bah non, ça c'est vraiment le truc que je vais devoir un peu améliorer. Parce que le lavage, il est à l'extérieur. Tac. Donc là, je prépare ma vente de demain, tranquillement. Comme je peux pas travailler dehors avec la pluie, je fais ce que je peux sous les serres, quoi. Je fais mes bottes d'oignons blancs que j'ai plantées donc en novembre, que j'ai désherbé 2 ou 3 fois dans l'hiver et que je récolte depuis une semaine ou 2. Ouais, 9-10 en fonction des petits oignons. Je vais te montrer ça. Élastique, je travaille beaucoup avec Pépimat aussi pour tout ce qui est matière sèche, élastique, les petits sacs craft, des cagettes pour les paniers, etc., etc. Donc voilà, je fais ma botte et je passe au lavage une fois que j'ai terminé ma caisse. Je passe au jet tranquille, quoi. Tac. Voilà. Les oignons, j'aime bien parce que c'est, en tout cas pour l'instant,
t'as aucun insecte dessus, quoi. T'as l'impression qu'il y a personne qui aime ça. Que ce soit les rongeurs, les insectes, voilà. Toujours bien propre. Ouais, c'est vraiment un des premiers légumes. Ça va assez vite à la récolte, plus vite que les épinards. Mais qui est aussi, voilà, de toute façon, les premiers légumes là du printemps que j'ai, c'est vraiment les choux pointus, les oignons blancs, les radis, les épinards. Et des jeunes pousses aussi. Jeunes pousses de salade. Sur Maraîchage Technique, tu verras comment les maraîchers travaillent, les trucs et astuces qui fonctionnent, les erreurs à éviter. Si tu aimes ce genre de contenu, des visites de fermes maraîchères, abonne-toi dès maintenant. Et sans plus attendre, on continue tout de suite avec la deuxième partie de l'interview. Eh ben, mon succès, c'était donc la première année d'installation, la tomate, plantée début mai, une dizaine de variétés différentes sous la serre. C'était ici l'année dernière. Et variété ancienne, ronde classique, cerise. Et ça a été une bonne année 2022 pour la production de tomates. La production était vraiment belle, le goût était là, pas trop de maladies, et c'est vraiment ce qui a plu aux clients parce que voilà, il y avait du goût, elles étaient belles, et ce que les clients me disaient, c'est que c'est vraiment sur la tomate qu'ils voyaient la différence avec ce qu'ils pouvaient acheter ailleurs en grande distribution, par exemple, surtout au niveau du goût. Donc ça a été un beau succès, ouais. Et tant au niveau production que commercial. Donc c'est ce qui a fait une grosse partie du chiffre aussi, et ce qui m'a permis de vendre d'autres productions, puisqu'il y a des gens qui venaient que pour la tomate et qui au final achetaient des poivrons, des haricots, des aubergines. Un bon produit d'appel. Un bon produit d'appel, ouais. Aubergine d'ailleurs, culture que j'adore également, parce que je trouve ça trop beau. La belle aubergine, quand elle est bien formée, bien brillante, que tu la récoltes, voilà, je trouve ça sympa. Au niveau de la culture, mais au niveau de la vente? Au niveau de la vente, ça va. Je me suis mieux sorti sur l'aubergine que sur le poivron, par exemple. Et que sur la courgette, parce que la courgette, c'est la première année, j'en ai planté au moins 2 fois trop. Voilà, tout a donné. Pourtant, j'avais fait 2 séries, mais tout a donné en même temps. Et j'en ai mis au compost énormément, parce qu'en fait, au tout début de la saison, beaucoup de gens en veulent. Et après, tout le monde en a. Même les voisins en ont trop, donc ils donnent aux voisins, etc. Donc en fait, j'en ai eu trop. C'est là où t'es dans une zone où les gens ont des jardins, des potagers, c'est ça? Ouais, exactement. Et du coup, c'est un peu plus autonome en été. Ouais. Et ce qu'ils plantent généralement, c'est quand même tomates, courgettes, radis. Un légume, un échec. Un légume, un échec. La première année. Alors un échec au niveau de la culture, ça a été pour moi la carotte. La carotte parce que ça a eu du mal à lever, et du coup j'en ai pas eu assez du tout pour tout l'hiver. Donc je suis passé par un collègue maraîcher, heureusement qu'il y en avait beaucoup. Mais je pense que j'ai semé trop profond et peut-être pas assez arrosé régulièrement. Donc, peut-être que parfois, comme il faisait très chaud l'année dernière, il y avait pas mal de croûte peut-être. Donc voilà, beaucoup de mal à la lever. Et pourtant la carotte, je me suis rendu compte que c'était vraiment un indispensable l'hiver. Carottes, pommes de terre, poireaux et courges. Voilà. Donc ça c'est l'échec. Ça c'est l'échec au niveau de la culture, plutôt l'échec au niveau commercial. La première année je savais pas trop, donc j'ai planté un peu trop de fenouil, par exemple. Voilà, donc le fenouil c'est vraiment, je pense, une caisse et basta. Ou alors faut avoir un marché vraiment pour, mais moi en vente directe c'est pas ce qui marchait le plus. Fenouil, choucal, pareil. J'en vendais pas énormément. Et ce qui a très bien marché, par contre, ouais, c'est le chou rave. Personne connaissait, donc j'en mettais un petit peu en dégustation pendant ma vente en lamelles, et je le conseillais pour l'apéro. Et c'était un peu le mot magique, quoi. Tu vois, l'apéro. Et tout le monde m'en redemande déjà. Vous avez du chou rave? Donc bientôt, je vais pouvoir en avoir. Alors, tes difficultés à ton installation? Alors, les difficultés à l'installation, ça a été
Bah la charge de travail, parce que je me suis installé vraiment au printemps, donc tout était à construire. On a construit les serres en hiver, mais toute la gestion de l'irrigation, les tranchées, la mise en place de l'irrigation au printemps, à la même époque où je devais commencer à planter et à irriguer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris du retard, notamment sur les carottes. Donc ça a été une des grandes difficultés, la charge de travail, quoi. Disons la double charge installation-plantation. Donc peut-être plus essayer de s'installer en automne, hiver pour pouvoir être prêt dès le printemps pour la première année. Mais après j'ai été quand même bien accompagné par la chambre d'agriculture, par mon BPREA, et au niveau installation financière, j'ai aussi eu la chance de venir d'une famille agricole, donc pour ce qui est de l'achat des terres, il n'y a pas eu de problème pour l'accès aux terres. Et au niveau financier, disons que j'ai eu plus de facilité à emprunter parce que j'intégrais le ARL de mon père, une ARL donc agricole en bonne santé financière. Donc je pense que j'ai pu avoir plus d'investissement que si par exemple je me mettais en individuel ou que je créais ma société, quoi. Qu'est-ce que je ferais autrement? Mettrais plus d'irrigation par exemple. On a fait toutes les tranchées, ça c'était un gros chantier, et là je me rends compte que j'ai envie d'intégrer plus d'engrais verts dans mes parcelles, donc ragrandir la parcelle de plein champ. Sauf que je suis bloqué au niveau de mon irrigation pour l'instant. Je peux irriguer, disons, 7500 mètres carrés. Si j'ai envie d'irriguer 1,5 hectare, il faut que je refasse les tranchées, et que je repasse des tuyaux, etc. Donc, si j'avais su, j'aurais pensé à déjà un peu plus grand pour passer des tuyaux et pour pouvoir m'alléger en charge de travail après. Tu avais dimensionné ton installation en fonction de ce que tu avais prévu de cultiver, la première sans année, forcément envisager un agrandissement, ouais, même minime, dans les années à venir. Ouais, ça. Exactement. Ouais, je pense que c'est important de penser au moins à N+5, quoi. Voilà, sans penser à dans 10-15 ans, mais même à N+2, si ça marche bien, qu'on a envie de grandir un petit peu, y penser tout de suite, quoi. Et après j'avais eu tes bons conseils pour la serre. Au niveau des serres, voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'ai de la surface tout de suite, et ça je le regrette pas. Voilà. Jamais assez de place sous serre. Ouais. Jamais. Ouais. Tes difficultés techniques? J'en ai pas eu tellement, c'est plus par rapport à la connaissance vraiment de chaque légume, de chaque plante, et dans ses besoins, ou parfois peut-être sème mal les carottes, ou j'ai planté trop tôt les haricots et les concombres l'année dernière, donc il y en a certains qui ont cramé. Au niveau matériel, pareil, on n'a pas eu de panne pour l'instant. Et puis le plus dur, c'est peut-être de gérer l'irrigation, à la limite, vraiment d'être tout le temps présent, et puis de savoir vraiment quand et à quelle quantité irriguer. Voilà, c'est peut-être le plus difficile. Approvisionnement de plants, donc je travaille avec 2 fournisseurs principalement à Château-Thierry et en Belgique. En approvisionnement, ça va si tu t'y prends assez tôt. Par exemple, je me suis fait avoir sur les bulbilles d'oignons jaunes où j'ai pas pu en avoir cette année. Mais globalement, ça va. C'est juste la qualité qui parfois varie un peu. Donc parfois, tu reçois des plants qui sont pas trop beaux. Tu les plantes quand même, mais tu vas prendre du retard parce qu'ils sont un peu chétifs ou un peu malades. Mais ça arrive vraiment pas souvent. Quels sont tes types de vente? Alors, type de vente, j'ai donc, on va dire, j'ai 3 circuits de distribution. J'ai la vente à la ferme pour 60% du chiffre d'affaires à peu près, où je suis ouvert 2 jours par semaine, 2 heures par semaine, donc le mercredi soir et le samedi matin. La livraison de paniers au comité d'entreprise, où là, ça représente à peu près 30%, 20-30% du chiffre d'affaires.
comités d'entreprise qui sont à 5 km de chez moi, donc ça c'est pratique aussi. Et le dernier, c'est la livraison à un point relais à Reims et un petit resto et imprimeur, un marchand de fruits et légumes. Donc c'est une livraison à Reims à 15 km d'ici. Chiffre d'affaires pour la première année, environ 30 000 euros. Et cette année, tu comptes pérenniser le chiffre d'affaires, le garder, essayer de l'améliorer ou c'est suffisant? Essayer de l'améliorer. Je pense, je vais essayer de faire entre 35 et 40 000 en m'améliorant sur certaines cultures, en augmentant un peu les tomates. On a planté des fraises aussi en août, donc là on commence la récolte des fraises. Très bons légumes, enfin très bons fruits, très demandés d'ailleurs, mais très demandants en temps de récolte. Pas de problème de commercialisation, de difficulté à trouver des débouchés ou des clients? Non, pas de problème. On avait fait une étude de marché en amont du projet, et le fait d'être dans un bassin rural proche de la ville, assez dynamique et sans concurrence autour, ça a été assez porteur, quoi. C'était je pense que si aussi j'ai un conseil, faut vraiment bien penser sa commercialisation avant de lancer le projet, parce que finalement produire on y arrive, mais parfois quand tu as trop de légumes et personne pour les acheter, ça peut être difficile. Et on n'y pense pas forcément en début de projet, je pense. En quantité, c'est celui que tu produis le plus ici? La tomate. Franchement, la tomate. Courgette, tu m'as dit aussi? Ouais, la courgette, tomate cet été, et puis cet hiver, courge de ce que j'ai produit. Après, pommes de terre, carottes, mais que j'ai pas produit. Et pareil pour la vente, c'est un ou deux légumes qui se vendent le mieux? Les haricots, je trouve. Même si c'est beaucoup de temps de récolte, c'est une belle marge, et puis c'est très demandé. Du coup, tu fais des haricots haram, c'est ça? Ouais, haricots haram, haricots blancs, haricots verts. Haricots blancs, c'est quoi comme variété? Rame d'or. Enfin, haricots jaunes, pardon. Haricots jaunes. Oui, je dis haricots blancs, haricots jaunes. Variété rame d'or et haricots verts, émérite et vesperal. Et puis, qui se vend bien. Si, la pomme de terre primeur aussi, ça se vend très bien et je pense que c'est une bonne marge. Ouais, elles sont là. On est entre les deux, les haricots, les pommes de terre. Et puis, les radis au printemps, je trouve que c'est intéressant, pareil, même si c'est pas mal de temps de récolte. Et la salade. Toujours avoir de la salade. Ça, c'est un truc que je gère pas encore trop, vraiment. La régularité? La régularité, ouais. Dans la plantation et donc pour la récolte, quoi. Avoir des salades un peu tout le temps, sans en planter trop. Voilà. Parce que la quantité et la fréquence. Ouais, quantité, fréquence. Et les jeunes pousses, du coup, c'est intéressant. Quand t'as pas de salade, t'as toujours un peu de jeunes pousses parce que ça pousse plus vite. Tu la coupes, elle repousse et c'est un bon complément pour la salade et tu marges bien aussi sur les jeunes pousses. Et les épinards, très demandés aussi. Les fraises. Ouais, les fraises. Alors là, les fraises, c'est clair. Là, mais c'est le tout début. J'ai fait justement une vente hier, la première juste de fraises. Et ouais, j'ai tout vendu, quoi. Ça, c'est vrai que les gens sont demandeurs, ouais. On va aller les voir, justement. Ouais, allez. Donc, quels sont tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui se lance dans le maraîchage? Les meilleurs conseils, c'est vraiment de bien penser déjà sa commercialisation. Voilà, comment on va commercialiser ces légumes, essayer de quantifier et en fonction de ce qu'on pense pouvoir commercialiser, là préparer sa surface et préparer le nombre de plants qu'on va commander. Ensuite, bien prévoir, alors c'est peut-être pas toujours facile, mais l'accès à l'eau, et ça va être de plus en plus, je pense, essentiel, vraiment s'assurer qu'on va pouvoir irriguer ces cultures.
et puis faire des analyses de sol, quoi, voilà, pour être sûr que c'est propice à la culture de légumes. Bien être conscient qu'on va parfois pas compter ses heures aussi. Voilà, pas hésiter à demander de l'aide, bien s'entourer, avoir un réseau, que ce soit d'autres maraîchers ou de personnes qui peuvent venir te filer un coup de main dans des coups de bourre. Ouais, si les conseils, c'est ce que tu m'avais dit aussi, bien penser à ses serres, essayer d'avoir de l'espace sous serre pour se donner un peu d'air quand dehors ça va pas aussi, les cultures. Sous serre, tu peux mieux contrôler. Les erreurs que j'ai fait, j'ai surproduit sur certains légumes, voilà, notamment les choux, les courgettes que j'ai pas réussi à vendre au moment où j'en avais beaucoup. J'ai pas pensé, comme je disais, au futur en termes de surface et donc d'irrigation. Donc il va falloir peut-être que je refasse un petit peu de tranchées pour l'irrigation. J'ai surdimensionné le moteur de la chambre froide. On comprend, ouais. Et du coup, je consomme beaucoup d'électricité. Ça, c'est une charge que j'avais pas trop chiffrée. Et mine de rien, à l'année, c'est pas mal. La chambre froide, c'est voilà, quand elle tourne à plein régime, c'est plus de 200 € par mois. Donc c'est voilà, donc tout bien chiffré aussi. Les erreurs à éviter, c'est de vraiment bien chiffrer toutes les charges qu'on va avoir, quoi, pour pouvoir savoir ce qu'il faut vendre pour vivre correctement, quoi. Les investissements essentiels, c'est une serre, un puits, donc le forage, si on n'en a pas déjà ou pas d'accès à l'eau, mais un puits et le système d'irrigation, une chambre froide pour les légumes d'hiver, je pense. Et puis après, en matériel, quelque chose pour travailler le sol, que ce soit un gros motoculteur ou un petit tracteur qui va tracter un cultirato ou une herse rotative ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, tout le matériel qui va être utilisé pour la récolte, les chariots de récolte, les brouettes maraîchères, les caisses. Bien penser à avoir beaucoup de caisses pour récolter, pour conditionner. Le semoir également. Semoir monorang, plusieurs rangs tractés ou pas. En tout cas, avoir un semoir. Vraiment serre, forage et irrigation pour l'accès à l'eau, chambre froide. C'est les trois, en tout cas, postes les plus importants. Et puis un lieu de stockage type hangar, c'est pas mal aussi, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir un hangar. Je mettrai un plus petit moteur sur ma chambre froide, comme ça je paierai moins d'électricité et j'en gâcherai moins, disons. Je penserai mon irrigation autrement. Je la penserai plus grande pour pouvoir voir plus grand tout de suite. Et puis je m'allégerai la charge de travail en investissant directement dans des petites choses, dans des chariots de récolte, dans des brouettes, dans des choses qui facilitent vraiment la vie au quotidien, quoi. Des couteaux de récolte pour les choux, enfin des choses simples mais qui au final sont importantes. Alors l'avenir pour la ferme, je pense que c'est déjà vraiment pérenniser la vente directe, la clientèle. Donc là on a refait un parking et on va peut-être faire un troisième horaire de vente, par exemple, pour vraiment augmenter la vente directe et à terme augmenter un peu la surface de plein champ et pourquoi pas réinvestir dans une serre. Donc prendre un ou deux saisonniers. Donc ça va être l'avenir, la gestion de main d'œuvre et puis augmenter de 50% peut-être la production, passer d'1 hectare à 1,5 hectare par exemple. Peut-être avoir un petit poulailler
d'une centaine de poules pour pouvoir avoir une diversité, compléter la gamme en vente directe, pérenniser les ventes, continuer sur ce rythme de croisière et pourquoi pas augmenter un petit peu quoi. Notamment sous serre pour pouvoir avoir des plus longues rotations, pouvoir avoir plus de fraises pleine terre avec les saisonniers. Bon, je suis plutôt confiant. Je pense que c'est justement une belle et bonne alternative aux problématiques qui arrivent, problématiques sociétaux quoi, auxquelles on est confronté. Je pense que multiplier des petites fermes maraîchères à taille humaine et en vente directe pour pouvoir approvisionner localement en bio, c'est mieux, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu la voie à suivre. Et après, avec le contexte économique, je pense que peut-être que il y a eu une majorité de personnes qui veut moins aller vers du bio, moins dépenser pour des légumes ou pour de la nourriture, mais je pense que ça reviendra toujours. Donc, je suis plutôt confiant. Voilà. Une bonne dose d'optimisme. Ouais, cool. Terminons sur du positif. Nickel, et merci Romain. Merci à toi. T'as le semoir Ebra qui est que tout le monde connaît, hein, manuel, un rang avec différents disques pour semer différents légumes, différentes graines. Là, le disque pour les betteraves rouges. Tu vois, t'as des trous différents. Donc ça, les petites graines enrobées de betteraves rouges. Ça, c'est les carottes. Le 40 P1E. Où t'as, du coup, 40 interstices, tu vois. Et les radis, t'en as 40 aussi, mais ils sont un peu plus gros. Donc c'est adapté aux graines de radis, quoi. 40 P4. Bon, pour les semis de carottes, ça te fait quand même un truc assez dense. C'est sûr que c'est pas du semoir pneumatique, quoi. Mais c'est pas mal. Après, faut bien régler le terrage. Je me suis fait avoir au début, ça avait beaucoup de mal à lever, notamment les carottes parce que elles étaient un peu trop enterrées à cause des rasettes qui viennent remettre de la terre derrière. Donc quand je sème des carottes, je mets ici le terrage à entre 1 et 1,5 cm, ce qui vient terrer ici là, et faire ton sillon, et j'enlève les rasettes. Et c'est ça qui vient rappuyer pour que la terre soit bien en contact avec la graine. Et après, pour régler ta densité, tu peux encore changer les pignons. C'est-à-dire que là, je suis à une densité assez faible en ayant 2 grands pignons. Et je pourrais changer ce grand pignon par un petit et du coup augmenter la densité de semis. Ça se fait assez facilement le changement de très densité. Facilement. Ah ouais. C'est si une goupille a changé ici, tu la retires, pouf, tu peux retirer ton disque et après t'as tes petits disques qui sont là. Tu vois. Franchement, ouais. Voilà, et tu les remplaces. Et après, pour tendre ta chaîne, tu la fais passer par au-dessus, par en dessous des petits trous ici là. Ouais. Ouais, c'est simple. Franchement, c'est un investissement. Ça vaut avec les disques neufs, je dirais 1002, 1003, peut-être 1004 en fonction des disques que tu prends. Et du coup, tu sèmes tout type de graines. Ouais, je sème que avec ça. Pour l'instant, navets, carottes, radis, betteraves rouges, épinards. Là, c'est la planteuse. Planteuse super préfère, achetée d'occasion, 2 rangs. Elle est propre. Propre, franchement, ouais. Donc j'étais content de cet investissement et du coup, on peut planter des choux avec des petites mottes, les poireaux et les pommes de terre. Donc tu as 3 différents
3 différents disques. Ça, c'est le disque à poireaux, avec les pinces à poireaux qui sont là. Donc, tu es assis là, ça tourne et tu viens poser ton poireau comme ça. Touc. Voilà. Et ça vient te le planter à peu près tous les 10 centimètres. Et là, tu as les disques à... Là, tu as les disques à choux avec des pinces un peu plus espacées et un peu plus grosses. Ça, c'est Cultirato. Cultirato que j'ai acheté, pareil, j'avais une super occasion juste en m'installant, mais qu'on n'a pas encore utilisé puisque on utilise la herse rotative de mon père. Une seule lame de 20 ou 30 cm pour désherber vraiment l'inter-rang. Donc j'ai pris le kit une roue et 2 roues. Alors c'est vraiment 4 boulons à changer et c'est ultra simple de le passer en une roue et 2 roues. Et on peut vraiment avec cette houe changer ici les outils et buter par exemple. C'est avec ça que j'ai buté mes pommes de terre, que je désherberai peut-être mes poireaux, que je buterai mes poireaux, je sais pas. Enfin les poireaux ça va peut-être faire un peu juste. Mais on verra. En tout cas, très bon investissement.